Il y a un moment où un empire ne tombe pas d'un coup. Il se vide, lentement, rayon après rayon. Casino Market, c'est l'histoire d'un géant qui paraissait partout, puis qui disparaît sous les yeux de ses clients. Le plus inquiétant, c'est que la chute ne commence pas dans les magasins. Elle commence dans les étages, dans les bureaux, dans une mécanique financière qui finit par dicter la vie d'une simple supérette. Imagine une rue de quartier, une enseigne verte, des néons fatigués et un silence à l'intérieur. Quelques clients regardent les prix, comparent sur leur téléphone et reposent les produits. Dans un commerce, ce geste suffit à tuer la semaine. Et quand ce geste se répète, le modèle entier se fissure. Revenons au début, à la fin du 19e siècle, à Saint-Étienne, une ville industrielle, des ateliers, de la fumée, des rues bruyantes, et une idée simple, vendre mieux et plus propre. Un homme, Geoffroy Guichard, transforme un ancien lieu de spectacle en épicerie moderne. Il garde un nom accrocheur, Casino, comme un clin d'œil à l'histoire du bâtiment. Très vite, il comprend quelque chose que beaucoup oublieront plus tard. La distribution, ce n'est pas seulement mettre des produits sur une étagère, c'est organiser la confiance. On voit des sacs de farine, des boîtes bien rangées, des employés en blouse et des tickets papier qui circulent. Au début du XXe siècle, Casino innove avec des produits à son nom, une idée qui donne du pouvoir aux commerçants. Quand tu contrôles ta marque, tu contrôles tes marges et tu contrôles la fidélité. Avec le temps, l'entreprise ajoute des mécanismes simples, des primes, des avantages, des habitudes. Puis arrive l'époque du libre-service, des allées larges, des paniers, des caddies, des caisses qui bipent. Le magasin devient une machine, et cette machine prend de la place dans la vie des gens. Les décennies passent comme un montage rapide. Affiches publicitaires, parking plein, chariots chargés, camions au petit matin. Casino avance, se renforce, rachète, déploie des enseignes adaptées aux villes, aux banlieues, aux villages. Des formats de proximité, des magasins de centre-ville, des discounts, des hypermarchés. On voit des cartes qui se remplissent de points, puis de clusters, puis de réseaux. À force d'empiler des enseignes, Casino devient une galaxie. Il y a l'alimentaire, mais aussi l'immobilier commercial et le commerce en ligne. Le groupe s'internationalise, surtout en Amérique latine, avec des drapeaux qui apparaissent sur la carte. En 2014, le chiffre d'affaires consolidé atteint 48,5 milliards d'euros et l'empire paraît solide. À ce stade, l'histoire ressemble à un manuel de croissance. Diversifier, acheter des parts de marché, intégrer des activités, sécuriser la chaîne de valeur. Sauf qu'il existe une différence entre une croissance qui nourrit le magasin et une croissance qui nourrit une structure au-dessus du magasin. Et c'est là que l'histoire de Casino Market change de genre. Si vous aimez ce type d'enquête sur les marques, abonnez-vous et activez la cloche, ça m'aide à continuer cette série. Dans les couloirs des sièges sociaux, un autre récit se joue. Plus discret, plus mathématique. Un homme prend de l'importance. Jean-Charles Naouri. Profil de financier, langage de chiffres, goût pour les montages. Son coup n'est pas de créer une nouvelle enseigne, mais de contrôler le capital comme un levier. Il arrive par une porte que le grand public ne regarde jamais, les holdings. Imagine une tour. Tout en bas, le vrai commerce, les magasins, les caisses, les livraisons, la vie réelle. Au-dessus, une première société qui détient le groupe. Puis, au-dessus, une autre société qui détient la première. Puis encore au-dessus, une dernière structure qui contrôle l'ensemble. À chaque étage, il y a de la dette et la promesse qu'elle sera remboursée demain. Et pour rembourser demain, il faut de l'argent aujourd'hui. D'où vient cet argent? Pas d'un produit magique, pas d'une invention. Il vient souvent d'un mécanisme simple. Les dividendes remontent du bas vers le haut. Le magasin travaille et l'argent monte. Tant que l'activité tient, tant que l'action tient, la tour semble stable. Dans les années où tout va bien, le montage ressemble à du génie. On voit des acquisitions, des conférences de presse, des poignées de main. On voit des titres de journaux sur l'expansion et la stratégie. La dette semble gérable, car le groupe génère du cash et possède des actifs. Les marchés acceptent l'histoire et les taux restent supportables. Mais un distributeur n'est pas une banque d'affaires. Son carburant, c'est la rotation, des prix acceptés, des rayons pleins et une promesse tenue chaque semaine. Et une promesse, ça coûte cher à entretenir. Ça coûte des investissements, des rénovations, des promotions, des systèmes logistiques, des équipes. Puis arrive un moment où quelqu'un pointe la tour du doigt. En décembre 2015, le fonds Muddy Waters publie une attaque qui met en avant la complexité, l'endettement
et les risques du montage autour de casinos et de rallyes. D'un coup, ce qui était technique devient un récit simple. Si les dividendes baissent, les étages du dessus étouffent. Et quand les étages du dessus étouffent, ils tirent sur l'oxygène du bas. On voit la bourse qui s'agite, des courbes qui chutent, des analystes sur des plateaux, des titres anxieux. Les agences de notation deviennent plus dures, et le mot risque apparaît partout. Dans ce monde, le risque a un prix, et ce prix, ce sont des taux plus élevés. Emprunter coûte plus cher. Refinancer devient plus difficile. Et pour un groupe qui vit avec des échéances, c'est comme courir avec un sac de sable. À ce moment-là, Casino doit choisir entre investir dans les magasins ou protéger la structure financière. Et c'est souvent là que la distribution perd, parce que le client, lui, ne négocie pas. Il compare, il part, il ne revient pas. Les années suivantes ressemblent à une vente à la découpe. On voit des actifs partir, comme des morceaux d'un corps vendus pour payer la perfusion. Des enseignes changent de main. Des filiales s'éloignent. L'international se réduit. Le groupe garde des formats plus premium, plus urbains, mais perd du volume. Et dans un secteur où le volume fait la force, perdre du volume, c'est perdre la guerre des prix. Sur le terrain, les symptômes deviennent visibles. Des magasins vieillissants, des équipes qui manquent trop de moyens, des ruptures qui durent trop longtemps, des prix qui ne suivent de plus la concurrence. Et quand la promesse prix se brise, la fréquentation s'effondre. La spirale est mécanique. Moins de clients, c'est moins de volume. Moins de volume, c'est moins de pouvoir de négociation. Moins de pouvoir, c'est des coûts plus hauts. Des coûts plus hauts, c'est des prix plus élevés. Et des prix plus élevés, c'est encore moins de clients. Puis, vient la phase où l'entreprise ne pilote plus. Elle subit. Elle vend pour rembourser. Elle coupe pour survivre. Elle ferme pour respirer. Et chaque fermeture abîme la marque, car une enseigne de proximité vit aussi dans la mémoire d'un quartier. En 2023, la crise financière atteint un point de non-retour et un plan de restructuration est enclenché. On voit des salles d'audience, des dossiers, des signatures, des tableaux de dettes. Début 2024, un plan est validé, avec une réduction massive de dettes et une conversion en capital, et un nouveau contrôle du groupe autour de Daniel Kretinsky, avec des partenaires financiers. C'est là que l'histoire devient une leçon business brutale. Quand une marque arrive à ce stade, le sauvetage n'est pas romantique, c'est de la chirurgie. On coupe ce qui brûle du cash, on garde ce qui peut redevenir rentable, on simplifie ce qui était trop complexe. Première analyse, la dette n'est pas un mal en soi, mais la dette au-dessus d'un commerce crée une incitation toxique. Le commerce doit réinvestir pour rester compétitif. La holding veut remonter du cash pour rembourser. Quand le marché durcit, ses objectifs s'opposent. Et dans la grande distribution, perdre une année d'investissement, c'est perdre plusieurs années de confiance client. Deuxième analyse, la promesse d'une enseigne est une arme, mais aussi une contrainte. Si ta promesse est la proximité, tu dois être impeccable sur la disponibilité. Si ta promesse est le premium, tu dois être impeccable sur l'expérience. Si tu veux justifier des prix plus hauts, tu dois offrir plus de valeur perçue, tout le temps. Sinon, le client compare avec le hard discount, et tu n'as plus d'argument. Troisième analyse, la diversification peut faire croire à une forteresse, alors qu'elle masque une fragilité. Avoir de l'immobilier, de l'e-commerce, de l'international, ça peut séduire les marchés. Mais si tout est relié à une même source de cash, le magasin, alors tout dépend du magasin. Et le jour où le magasin souffre, toute la galaxie se met à tourner sur elle-même. Le nouveau propriétaire cherche donc une autre logique. Moins de dispersion, plus de magasins rentables, plus de discipline sur les coûts, plus d'investissements ciblés là où l'enseigne peut encore gagner. On imagine des rénovations rapides, des façades nettoyées, des rayons mieux remplis, des promotions plus lisibles. Mais même après une première restructuration, le chemin reste étroit. Fin 2025, de nouvelles discussions avec les créanciers sont évoquées, avec l'idée de renforcer le capital et d'alléger encore certaines dettes. Et pendant que la France regarde cette transformation, Casino explore aussi des modèles plus légers, comme la franchise à l'étranger, notamment au Maroc, avec des projets autour de Franprix et Monoprix. Ouverture de magasins, équipe locale, recrutement affiché. Et voilà la vraie morale de Casino Market. Une marque peut survivre à un mauvais trimestre. Elle peut survivre à une concurrence agressive. Mais elle survit rarement à une structure qui aspire son énergie au moment où elle doit se battre. Si tu veux retenir 3 leçons et les garder pour ton propre business, pense à ces images. La première,
Une tour trop haute tombe dès que le vent change, alors simplifie ton architecture avant la tempête. La deuxième, le client ne finance pas tes montages, il finance une promesse claire, alors protège ton prix, ta disponibilité et ton expérience. La troisième, la croissance n'a de valeur que si elle renforce ton cœur de métier, sinon elle devient un décor coûteux. Casino n'est pas qu'un crash boursier. C'est un rappel que la distribution se gagne dans les détails du quotidien, pas dans les étages d'une holding. Et si le nouveau casino réussit, ce sera grâce à des magasins qui donnent envie d'entrer, pas grâce à un tableau Excel. Dites-moi en commentaire quelle marque vous voulez que j'analyse ensuite pour un nouvel épisode.